Bonjour, bienvenue sur la voix de Morgane. Alors, je reprends la lecture de Martin Eden, les chapitres 28 et 29. J'espère que cette lecture vous plaira. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et est-ce que je vous ai demandé si vous alliez bien? Pas sûr, hein? J'espère que vous allez bien, en tout cas. Et voilà, c'est parti. Je vous dis à tout à l'heure. Mais le succès, encore une fois, délaissait Martin. Aucun de ses messagers ne venait plus frapper à sa porte. Durant 25 jours, dimanche et fêtes compris, il travailla La honte du soleil, long essai d'environ 30 000 mots, où il attaquait délibérément le mysticisme de l'école de Maeterlinck. Il se plaçait au point de vue de la science positive, contre les chasseurs de chimères, mais en admettant cependant tout l'idéal, tout le rêve compatible avec les faits prouvés. Un peu plus tard, il continua ses attaques avec 2 courts essais, les chasseurs de chimères et la mesure du moi. Et les voyages aller-retour, de revue en revue, recommencèrent. Pendant les 25 jours passés sur la honte du soleil, il vendit quelques bêtises journalistiques pour la somme de 6,50 $. Un bout rimé lui rapporta 50 cents, un autre 1 $. 2 poèmes humoristiques lui valurent respectivement 2 et 3 $. Puis, ayant épuisé son crédit chez les fournisseurs, bien qu'il l'eût fait monter jusqu'à 5 $ chez l'épicier, la bicyclette et le complet retournèrent au Mont de Piété. L'agence de machines à écrire recommença ses réclamations, insistant sur cette clause du contrat que la location était payable d'avance. Encouragé par ses petits profits, Martin continua le gros ouvrage. Peut-être était-ce un gagne-pain après tout. Les 20 nouvelles refusées par le syndicat des nouvellistes gisaient sous la table. Il les relut, afin de voir comment il ne fallait pas écrire et découvrir ainsi la formule parfaite. Une nouvelle pour les journaux ne doit jamais avoir une fin malheureuse, ne doit jamais contenir aucune beauté de style, aucune pensée subtile, aucune véritable délicatesse de sentiment. Cependant, elle doit être remplie de beaux et nobles sentiments, de ceux qui l'applaudissaient tout jeune du haut du poulailler, de l'acabit du « pour Dieu, pour la patrie, pour le tsar » et de « je suis pauvre, mais honnête ». Ainsi prévenu, Martin consulta la duchesse comme diapason et se mit au travail selon la formule. Cette formule consistait en 3 parties. Premièrement, un couple d'amoureux sont arrachés l'un à l'autre. Deuxièmement, un événement quelconque les réunit. Troisièmement, mariage. Les 2 premières parties pouvaient se varier à l'infini, mais la troisième était immuable. Ainsi, le couple amoureux pouvait être séparé. Premièrement par erreur, deuxièmement par fatalité, troisièmement par des rivaux jaloux, quatrièmement par de cruels parents, cinquièmement par des tuteurs rusés, sixièmement par des voisins cupides, etc., etc. Ils pouvaient être réunis, 1. par une bonne action de l'amoureux ou de l'amoureuse, deuxièmement par un changement de sentiment de l'un ou de l'autre, troisièmement par la confession volontaire ou forcée du tuteur rusé, du voisin cupide ou du rival jaloux, quatrièmement par la découverte d'un secret, cinquièmement par la prise d'assaut du cœur de la jeune fille, sixièmement par une abnégation sublime du jeune homme, et ainsi de suite à l'infini. Il était très amusant d'amener la jeune fille à déclarer son amour la première, et Martin découvrit petit à petit d'autres trucs piquants et ingénieux. Mais le ciel pouvait s'ouvrir et la foudre tomber, le mariage final devait se célébrer dans tous les cas. La formule prescrivait 1200 mots au minimum et 1500 au maximum. Avant d'être allé très loin dans cet art, Martin se fit une demi-douzaine de schémas qu'il consultait toujours avant d'écrire une nouvelle. Ces schémas étaient semblables à ces ingénieuses tables employées par les mathématiciens qui peuvent se consulter par le haut, le bas, la droite, la gauche, au moyen d'une quantité de lignes et de colonnes, et dont on peut tirer, sans raisonnement et sans calcul,
des milliers de conclusions différentes, toutes invariablement précises et exactes. De cette manière, Martin pouvait, à l'aide de ces schémas, en l'espace d'une demi-heure, faire une douzaine de nouvelles qu'il mettait de côté et développait ensuite à son gré. Après une journée de travail sérieux, il en faisait facilement une avant de se coucher. Il avoua même à Ruth plus tard qu'il les écrivait presque en dormant. La construction des schémas seule exigeait une certaine application, d'ailleurs purement mécanique. Il ne doutait pas de l'excellence de sa formule et comprit enfin la mentalité des éditeurs le jour où il paria en lui-même que les 2 premières nouvelles envoyées seraient acceptées. Au bout de 12 jours, on les lui paya 4 $ chacune. Dans l'intervalle, il faisait d'alarmantes découvertes concernant les magazines. Bien que le Transcontinental eût publié l'appel des cloches, il n'avait envoyé aucun chèque et comme Martin en avait besoin, il le réclama. Une réponse évasive lui parvint avec une demande d'autres nouvelles. En attendant cette réponse, pendant 2 jours, il n'avait pas mangé et avait de nouveau engagé sa bicyclette. 2 fois par semaine, régulièrement, il écrivit au Transcontinental réclamant ses 5 $. De temps en temps, on lui répondait. Il ignorait que le Transcontinental végétait depuis quelques années déjà et que ce n'était qu'une revue de 10e ordre sans base solide dont le tirage reposait en partie sur de petits chantages, en partie sur des appels patriotiques et dont la publicité consistait surtout en donations charitables. Il ignorait également que le Transcontinental était l'unique gagne-pain du rédacteur et du gérant qui ne pouvaient se tirer d'affaire qu'en ne payant ni leur loyer ni aucune autre facture. Il ne pouvait deviner non plus que les 5 $ qui lui revenaient avaient été employés par le gérant à repeindre sa maison à Alameda, œuvre d'art qu'il accomplissait lui-même le dimanche parce qu'il lui manquait de quoi payer un peintre et aussi parce que le barbouilleur qui l'avait convoqué, s'étant laissé choir du haut de son échelle, s'était cassé la clavicule. Les 10 $ des chasseurs de chimères vendus au journal de Chicago ne vinrent pas non plus. L'article avait été publié, ainsi qu'il s'en convainquit à la salle de lecture centrale, mais l'éditeur demeura sourd à toute réclamation. Ces lettres furent ignorées simplement, bien que plusieurs fussent recommandées. C'était du vol, ni plus ni moins, conclut-il, un vol cynique. Pendant qu'il mourait de faim, on lui volait sa marchandise dont la vente constituait son unique gagne-pain. Youth and Age était une revue hebdomadaire. À peine eut-elle publié les 2/3 de sa série de 21 000 mots qu'elle fit faillite et avec elle s'évanouit son espoir de toucher ses 16 $. Pour combler le malheur, la marmite, qu'il jugeait une de ses meilleures œuvres, se perdit. Désespéré, ne sachant plus où s'adresser, il avait fini par l'envoyer au Billow, hebdomadaire mondain de San Francisco. Comme d'Auckland, il n'y avait que la baie à traverser, la réponse au moins serait rapide. 2 semaines plus tard, il bondit de joie en voyant dans le dernier numéro paru son histoire en entier, illustrée et à la place d'honneur. Il rentra ravi en se demandant combien on lui donnerait de son œuvre la meilleure. La promptitude avec laquelle on l'avait publiée était de bon augure. Que l'éditeur ne l'en ait pas informé rendait sa surprise plus complète encore. Après avoir attendu 8 jours, l'impatience l'emporta sur la timidité, il écrivit à l'éditeur du Billow que, sans doute par erreur, on avait négligé de régler son petit compte. Même si ce n'est que 5 $, se dit Martin, les haricots et les pois cassés que je pourrais m'acheter me permettront d'en écrire une demi-douzaine d'autres, peut-être aussi bonnes. La lettre que l'éditeur lui écrivit provoqua, par son froid cynisme, l'admiration de Martin. « Nous vous remercions, disait-il, de votre excellente collaboration. Votre article nous a beaucoup plu et, comme vous voyez, nous lui avons donné la place d'honneur et l'avons publié immédiatement. Nous espérons que les illustrations sont à votre goût. En relisant votre lettre, il nous semble qu'il y a un malentendu dans votre façon de comprendre les usages de notre journal. Nous n'avons pas l'habitude de payer les manuscrits que nous n'avons pas sollicités et tel est le cas pour le vôtre. Nous pensions bien entendu que vous étiez au courant de nos principes.
Nous regrettons vivement ce fâcheux malentendu. Nous vous remercions encore de votre aimable contribution et, dans l'espoir que vous nous ferez parvenir d'autres articles, nous vous prions, etc., etc. Dans le post-scriptum, il était ajouté que, bien que le Below ne fasse pas de service gratuit, il se fera un plaisir de l'abonner gratuitement pour l'année suivante. Instruit par cette expérience, Martin ne manqua plus d'imprimer sur la première feuille de chacun de ses manuscrits, accepté au tarif habituel. Un beau jour, se dit-il pour se consoler, c'est mon tarif habituel qu'ils accepteront. Pendant cette période, une rage de perfection l'amena à remanier et à polir la bousculade, le vin de la vie, la joie, les poèmes de la mer et d'autres œuvres plus anciennes. Comme autrefois, 19 heures par jour ne lui suffisaient pas. Il écrivait prodigieusement, lisait prodigieusement, oubliant dans le travail les souffrances causées par la privation de cigarettes. La drogue désintoxicante de Ruth, ornée d'une étiquette luxueuse, fut rangée dans le coin le plus inaccessible de son bureau. C'était pendant ces périodes de famine qu'il souffrait surtout du manque de tabac. Mais il tenait bon quand même, tout en se disant que ce qu'il accomplissait là était bien l'acte le plus héroïque de sa vie. Quant à Ruth, elle trouvait qu'il ne faisait que son devoir. Elle lui acheta sur son argent de poche le remède et n'y pensa plus au bout de quelques jours. Ces nouvelles faites à la chaîne, bien qu'il les méprisât, avaient du succès. Grâce à elles, il put payer ses dettes et acheter des pneus neufs à sa bicyclette. Les nouvelles faisaient bouillir la marmite, tout en lui laissant le temps de travailler sérieusement, et les 40 $ qu'il avait reçus de la White Mouse entretenaient son espoir. Toute sa confiance gisait là-dedans, et il était convaincu qu'une revue véritablement de premier ordre paierait à un auteur inconnu le même prix, sinon plus. Mais comment se faire agréer par une revue de premier ordre? Ses meilleures nouvelles, ses poèmes, continuaient leur pérégrination et tous les mois il lisait des monceaux de prose ennuyeuse, plate et mal écrite sous des couvertures diverses. Si seulement un seul de ses éditeurs, se disait-il quelquefois, voulait bien descendre de son piédestal pour m'écrire une seule ligne encourageante. Même si ma littérature est étrange, même si elle ne cadre pas avec le genre du journal, sûrement elle doit avoir tout de même une qualité quelconque, elle doit posséder une petite étincelle qui devrait leur arracher une appréciation. Et là-dessus, il déterrait l'un ou l'autre de ses manuscrits, son aventure par exemple, le relisait sévèrement, cherchant à tout prix à expliquer le silence éditorial. Vint le doux printemps californien, et avec lui reparurent les pires jours de détresse. Depuis plusieurs semaines déjà, l'étrange silence du syndicat des nouvellistes l'avait inquiété. Et un beau jour, le facteur lui rapporta 10 de ses plus impeccables nouvelles. Une courte lettre les accompagnait, disant que le syndicat était submergé de manuscrits pour quelques mois. Martin comptait tant sur ces nouvelles. Vers la fin, on les lui acceptait toutes, les payant jusqu'à 5 $ pièce. Il considérait donc ces 10-là comme vendus et vivait en conséquence sur un pied de 50 $ en banque. Les jours maigres réapparurent brusquement. Il continua de vendre ses premiers ouvrages à des publications qui ne payaient pas et de soumettre ses dernières œuvres à des revues qui n'achetaient pas. Ses promenades au mont de piété d'Auckland recommencèrent. Quelques bouts rimés et plusieurs poèmes humoristiques publiés dans des hebdomadaires de New York parvenaient à le faire vivre misérablement. Ce fut à cette époque qu'il écrivit à plusieurs publications mensuelles et hebdomadaires pour avoir quelques renseignements. On lui apprit que les articles non sollicités étaient rarement acceptés et que la plupart étaient demandés à des spécialistes connus qui faisaient autorité en ces matières. Chapitre 29. L'été fut dur pour Martin. Éditeurs et lecteurs de manuscrits étaient en vacances et les réponses qui prenaient ordinairement 3 semaines à lui parvenir mettaient à présent 3 mois. Il se consola en constatant que la morte saison lui économiserait des timbres. Seuls les pilleurs d'articles continuaient activement leurs affaires et les premières œuvres de Martin, telles que Pêcheur de perles, La carrière de marin, La chasse à la tortue et Les vents alizés du Nord-Est, furent publiées par leurs soins intéressés. Il n'en reçut jamais un sou. Il est vrai qu'après 6 mois de correspondance,
on lui envoya un rasoir pour sa chasse à la tortue et que la revue Acropolis, décidée à lui payer 5 $ comptant et 5 années d'abonnement gratuit, se borna à remplir la seconde moitié de cet engagement. Pour un sonnet sur Stevenson, il extorqua 2 $ à un éditeur de Boston qui publiait une revue dans le goût de Matthew Arnold, mais sans aucun capital. La Péri et la Perle, adroit poème de 200 vers, à peine sorti de son cerveau, séduisit un éditeur de San Francisco, dont la revue était commanditée par une grande compagnie de chemin de fer et qui lui en proposa le paiement en voyage gratuit. Martin demanda si ces voyages étaient remboursables, mais comme il ne l'était pas, il réclama son poème. On le lui renvoya avec les regrets de l'éditeur et Martin le réexpédia à San Francisco, cette fois au Hornet, prétentieuse revue mensuelle qui eut un moment de vogue du temps du brillant journaliste qui l'avait fondée. Mais son étoile avait pâli longtemps avant la naissance de Martin. L'éditeur lui promit 15 $ pour son poème, mais une fois publié, il s'empressa d'oublier l'engagement pris. Plusieurs de ses lettres étant restées sans réponse, Martin en écrivit une plus corsée, à laquelle on répondit. C'était un nouvel éditeur qui l'informait froidement qu'il déclinait toute responsabilité des erreurs de son prédécesseur et que, d'ailleurs, personnellement, il n'appréciait pas énormément la Péri et la Perle. Mais ce fut le Globe, revue de Chicago, qui traita Martin le plus cruellement. Il ne s'était résolu à y envoyer ses poèmes de la mer que poussé par la faim. C'était une série de 30 poèmes et on devait les lui payer 1 $ pièce. Le premier mois, on en publia 4 et il reçut aussitôt un chèque de 4 $. Mais en les lisant dans la revue, la façon dont on les avait saccagés le consterna. Les titres eux-mêmes avaient été altérés. Fini, par exemple, avait été changé en « La fin » et la chanson du dernier récif en « La chanson du banc de corail ». On avait été jusqu'à substituer un titre absolument différent, incompréhensible au titre indiqué. À la place des méduses irisées était imprimé « Le sentier du retour ». Et ce n'était pas tout. Les vers eux-mêmes étaient méconnaissables. Martin jura en s'arrachant les cheveux de rage et de désespoir. Des phrases, des lignes, des stances entières étaient coupées, interchangées, maquillées de façon incompréhensible. Parfois même, on y avait glissé des vers qui n'étaient pas de lui. Il ne pouvait croire qu'un éditeur, en possession de sa raison, ait pu être coupable d'une pareille insanité et se dit, comme toujours, que ses poèmes avaient dû être malmenés par un garçon de bureau ou le sténographe. Et il écrivit immédiatement à l'éditeur pour le prier de cesser la publication de ses poèmes et de les lui renvoyer. Il écrivait lettre sur lettre, priant, suppliant, menaçant, vainement. Tous les mois, le massacre continua jusqu'à ce que les 30 poèmes aient disparu. Et tous les mois, il recevait un chèque pour celui qui venait de paraître. En dépit de ses mésaventures variées, le souvenir du chèque de 40 $ de la White Mouse le soutenait, bien qu'il en fût réduit de plus en plus aux gros ouvrages. Il découvrit de quoi manger dans des journaux hebdomadaires d'agriculture et dans des revues professionnelles, mais en revanche les périodiques religieux l'auraient laissé mourir de faim. Au moment le plus critique, quand son complet noir était au mont-de-piété, il fit un coup de maître dans un concours organisé par le comité local du Parti républicain. Il fallait concourir dans 3 épreuves distinctes et il les gagna toutes les 3, en riant amèrement d'en être arrivé là pour vivre. Son poème eut le premier prix de 10 $, sa chanson de route le second de 5 $, son essai sur les principes du Parti républicain le premier prix de 25 $, ce qui lui fit grand plaisir jusqu'au moment où il essaya de les toucher. Quelque chose ne marchait pas au comité local et, bien qu'un riche banquier et un sénateur en fussent membres, l'argent ne rentrait pas. Tandis que cette affaire traînait en longueur, il prouva qu'il comprenait les principes du Parti démocrate en gagnant le premier prix dans un concours semblable. Cette fois, il reçut l'argent, 25 $. Mais des 40 $ du premier concours, il n'en entendit plus parler. Réduit à employer des stratagèmes pour voir Ruth et ayant reconnu que d'aller à pied chez elle et d'en revenir lui prenait trop de temps, il laissa son complet noir au mont-de-piété et garda sa bicyclette.
De cette façon, il faisait de l'exercice, gagnait du temps pour travailler et pouvait aussi voir Ruth. Un pantalon de golf et un vieux chandail lui faisaient une tenue de cycliste assez convenable pour aller se promener avec Ruth l'après-midi. D'ailleurs, il n'avait guère l'occasion de la voir beaucoup chez elle, où Madame Morse poursuivait systématiquement sa campagne d'encerclement. Les gens supérieurs qu'il rencontrait, loin de continuer à être pour lui des sujets d'admiration, l'ennuyaient. Leur prétendue supériorité ne l'impressionnait plus. Ses tracas, ses déceptions, son travail acharné le rendaient nerveux, irritable, et la conversation de ces gens l'exaspérait. Il comparait aujourd'hui leur étroitesse d'esprit à l'envolée des penseurs dont il lisait les œuvres. Jamais, chez Ruth, il n'avait rencontré un être remarquable, à part le professeur Caldwell, qu'il n'y avait vu qu'une fois. Les autres étaient des nullités. Superficiels, dogmatiques, ignorants. Leur ignorance surtout le stupéfiait. En quoi leur éducation leur avait-elle profité? Ils avaient puisé aux mêmes sources que lui. Comment faisait-il pour qu'on ne s'en aperçût pas? Les plus grands esprits, les penseurs profonds et rationnels existaient, il le savait. Leurs livres le lui avaient appris. Ces livres qui lui avaient fait dépasser le niveau des morses. Il savait aussi que des intelligences plus hautes évoluaient dans d'autres milieux que celui des morses. Dans des romans mondains anglais, il était question de femmes et d'hommes qui parlaient politique et philosophie, et il avait entendu dire aussi que dans certains salons des grandes villes, aux États-Unis même, l'art et l'intellectualité fusionnaient. Autrefois, il s'imaginait naïvement que tout ce qui n'appartenait pas à la classe ouvrière, tous les gens bien mis avaient une intelligence supérieure et le goût de la beauté. La culture et l'élégance lui semblaient devoir marcher forcément de pair et il avait commis l'erreur insigne de confondre éducation avec intelligence. Eh bien, il monterait plus haut encore et il emmènerait Ruth avec lui, cette Ruth qu'il aimait tant et qui brillerait partout. Il en était convaincu. Mais il était également convaincu qu'elle avait été handicapée par son milieu, comme il l'avait été par le sien. Elle n'avait pas eu l'occasion de se développer. Les livres dans la bibliothèque de son père, les tableaux du salon et même son piano, tout n'était chez eux qu'étalage de vanité. Les morses et leurs semblables étaient sourds et aveugles à toute vraie littérature, toute vraie peinture, toute vraie musique. Et par-dessus tout, ils étaient ignorants de la vie, profondément, désespérément ignorants. En dépit de leur disposition unitaire et de leur apparence compréhensive, ils étaient de 2 générations en retard en ce qui concerne la science interprétative. Leur processus mental était moyenâgeux et leur opinion des grands problèmes de l'existence et de l'univers lui semblait dater de l'âge des cavernes et de plus loin encore. Telles étaient les réflexions de Martin. Il en vint à se demander si l'écart qui existait entre les travailleurs de son ancien milieu et les notaires, les officiers, les hommes d'affaires, les caissiers du milieu qu'il fréquentait à présent, ne se bornait pas uniquement à des différences de nourriture, de vêtements et d'entourage. Évidemment, il manquait totalement d'un certain quelque chose qu'il avait, lui, Martin Eden, et que les livres contenaient également. Les morses lui avaient montré ce que leur position sociale pouvait lui offrir de mieux, et c'était peu. Il n'était qu'un sans le sou, la proie et l'esclave des usuriers et de son travail, mais il se sentait supérieur à tous ces gens, et, quand son unique complet convenable n'était pas au mont-de-piété, il se promenait parmi eux comme un souverain avec le même sentiment d'orgueil blessé que doit avoir un roi en exil parmi les bouviers. « Vous haïssez les socialistes et vous en avez peur, dit-il un soir à dîner à M. Morse. Mais pourquoi ? Vous ne connaissez ni ces gens ni leur doctrine. » La conversation avait été amenée sur ce sujet par Madame Morse qui, insidieusement, avait chanté les louanges de M. Hapgood. Le caissier était la bête noire de Martin et il perdait vite patience quand il s'agissait du diseur de platitudes. « Oui, avait-il déclaré, Charlet Hapgood est ce qu'on appelle un jeune homme d'avenir, paraît-il. Et c'est vrai, il sera certainement gouverneur de la banque avant de mourir et, qui sait, peut-être sénateur des États-Unis. » « Qu'est-ce qui vous fait croire ça ?» questionna Madame Morse. « Je l'ai entendu parler dans une réunion publique. Son discours était si merveilleusement stupide, si banal et si convaincant
que les chefs de parti ne peuvent le regarder que comme un homme sûr et de tout repos. D'autre part, les platitudes qu'il énonce sont si pareilles aux platitudes de tous ceux qui votent que, mon Dieu, vous faites toujours plaisir à un monsieur quand vous lui présentez ses propres opinions, bien décorées, sur un plat d'argent. Je crois que vous êtes jaloux de M. Hapgood, taquina Ruth. Dieu m'en préserve. L'expression horrifiée de Martin excita la combativité de Madame Morse. Vous ne prétendez pas dire, sûrement, que M. Hapgood est bête. Pas plus bête que la moyenne des républicains, répondit-il, ou que la moyenne des démocrates d'ailleurs. Ils sont tous idiots, quand ils ne sont pas de fins renards, et très peu d'entre eux le sont, de fins renards. Les seuls républicains avisés sont les millionnaires et leurs valets conscients. Ceux-là au moins savent de quel côté leur tartine est beurrée et pourquoi. Je suis républicain, dit négligemment M. Morse. Dans quelle catégorie me mettez-vous, s'il vous plaît? Oh, vous êtes un valet inconscient. Un valet? Mon Dieu, oui, vous travaillez pour votre corporation. Vos clients ne sont ni de la classe ouvrière, ni des criminels. Vos revenus ne dépendent ni des cambrioleurs, ni des pickpockets. Ce sont les maîtres de la société qui vous payent et qui nourrit un homme et son maître. Oui, vous êtes un valet. Vous ne faites que représenter les intérêts du capitalisme que vous servez. M. Morse avait légèrement rougi. « Eh bien, monsieur, dit-il, vous parlez comme un de ces chenapans de socialistes. » Ce fut alors que Martin fit cette remarque. « Vous haïssez les socialistes et vous en avez peur. Mais pourquoi? Vous ne les connaissez pas. » « Votre doctrine, en tout cas, ressemble singulièrement à celle des socialistes, » répliqua M. Morse, tandis que les regards de Ruth allaient anxieusement de l'un à l'autre et que Mme Morse exultait de cette occasion d'exciter l'antagonisme de son seigneur et maître. « Ce n'est pas parce que je dis que les républicains sont bêtes et que la liberté, l'égalité ne sont que des bulles de savon que je suis socialiste, dit en souriant Martin. Ce n'est pas parce que j'interroge Jefferson et le français ignare qui l'a instruit que je suis socialiste. Croyez-moi, monsieur Morse, vous êtes bien plus près du socialisme que moi, son ennemi juré. Vous plaisantez, fut tout ce que l'autre sut lui répondre. Pas du tout, je parle très sérieusement. Vous croyez encore à l'égalité, mais vous travaillez pour les corporations qui, tous les jours davantage, piétinent l'égalité. Et vous m'appelez socialiste parce que je nie l'égalité, parce que je dénonce ce pourquoi vous vivez. Les républicains sont les ennemis de l'égalité et en son nom, ils la combattent. Voilà pourquoi je les trouve stupides. Quant à moi, je suis individualiste. Je crois que la course est gagnée par le plus rapide, que la vie est au plus fort. Voilà la leçon que m'a apprise la biologie, ou que je crois avoir apprise. Oui, je suis individualiste et l'individualisme est l'ennemi éternel héréditaire du socialisme. Mais vous fréquentez des meetings socialistes, lança M. Morse. Certainement, exactement comme les espions fréquentent les camps ennemis. Comment sauriez-vous autrement ce qui s'y passe? Du reste, je m'y amuse. Ce sont de bons lutteurs et qu'ils aient tort ou raison, ils ont lu leurs auteurs. Le moindre d'entre eux s'y connaît davantage en sociologie que la grande moyenne des industriels. Oui, j'ai assisté à quelques-uns de leurs meetings. Mais ça ne m'a pas rendu plus socialiste que d'écouter Charlie Hapgood ne m'a rendu républicain. Je ne sais pourquoi, dit faiblement M. Morse, mais je crois tout de même que vous inclinez vers le socialisme. Dieu me pardonne, se dit Martin. Il n'a pas compris un mot de ce que je lui ai dit. Et lui, qu'a-t-il fait de son instruction? Ce fut ainsi que Martin se trouva face à face avec la morale économique, ou morale des classes. Et bientôt elle lui apparut comme un épouvantail. Personnellement, c'était un moraliste intellectuel, et la morale de son entourage lui était encore plus désagréable que la platitude pompeuse des raisonneurs. Cette morale était un curieux mélange d'économie politique, de métaphysique, de sensiblerie et d'esprit d'imitation. Il rencontra un exemple de ces mélanges bizarres dans son entourage le plus immédiat. Sa sœur Marianne avait été courtisée par un jeune mécanicien d'origine allemande qui, après avoir consciencieusement appris son métier, avait pris à son compte un magasin de réparation de cycles. Comme il représentait ainsi une marque de deuxième ordre, son commerce prospérait. Marianne était venue, quelque temps avant, annoncer ses fiançailles à Martin.
Par manière de plaisanterie, elle avait regardé les lignes de sa main et lui avait dit la bonne aventure. À la visite suivante, elle amena Hermann von Schmidt avec elle. Martin fit les honneurs et les félicita tous deux si aimablement et avec tant d'aisance que le fiancé, plutôt rustre, en fut aussitôt désagréablement impressionné. Cette mauvaise impression augmenta quand Martin lut les quelques stances qu'il avait faites en souvenir de la précédente visite de Marianne. C'étaient des vers légers et délicats qu'il avait intitulés « La chiromancienne ». Il fut surpris à la fin de sa lecture de voir que sa sœur, loin de manifester du plaisir, regardait anxieusement son fiancé. Et Martin, suivant la direction de ses yeux, vit que le visage asymétrique du brave garçon reflétait une sombre désapprobation. Il n'y eut aucune explication d'ailleurs. Le couple opéra une prompte retraite et Martin oublia vite cet incident, bien qu'il eût été assez étonné, sur l'instant, qu'une femme, même du peuple, pût être à ce point sensible à des vers faits en son honneur. Quelques soirs plus tard, Marianne revint le voir, cette fois seule. Elle alla droit au but et le morigéna de ce qu'il avait fait. « Comment, Marianne ?» dit Martin. « Tu parles comme si tu avais honte de ta famille, de ton frère en tout cas. »« Bien sûr j'ai honte !» s'écria-t-elle. Martin vit avec stupéfaction qu'elle avait des larmes d'humiliation dans les yeux. De toute façon, son chagrin était sincère. « Mais Marianne, pourquoi ton Hermann serait-il jaloux parce que j'écris des vers sur ma propre sœur ?»« Il n'est pas jaloux, sanglota-t-elle. Il dit que c'est indécent, obscène. » Martin fit entendre un long sifflement d'incrédulité, puis il alla chercher une copie de la chiromancienne et la relut. « Je ne vois pas, dit-il ensuite, en lui tendant le manuscrit. Lis-le toi-même et montre-moi ce qui te semble obscène. C'est bien le mot qu'il a employé, n'est-ce pas ? » « C'est ça, et il doit savoir, répondit Marianne, en repoussant le manuscrit d'un air dégoûté. Et il dit qu'il faut que tu le déchires et qu'il ne veut pas d'une femme sur laquelle on a écrit des choses que n'importe qui peut lire. Il dit que c'est une honte et qu'il ne veut pas de ça. Écoute, Marianne. Tout ça est absurde, commença Martin, puis il s'arrêta car il avait changé d'avis. Il vit la pauvre fille malheureuse, se rendit compte de l'inutilité de ses efforts à les convaincre, elle et son fiancé, et résolut de céder, bien qu'il trouvât l'incident absurde et insultant. « Parfait, déclara-t-il, en déchirant le manuscrit et en le jetant au panier. Il lui suffisait de savoir que l'original se trouvait déjà à la rédaction d'une revue de New York. Marianne et son fiancé n'en sauraient jamais rien, et ni eux ni le monde ne s'en porteraient plus mal si ce joli poème anodin n'était jamais publié. Marianne fit un mouvement vers la corbeille à papier, puis se retint. « Est-ce que je peux » supplia-t-elle. Il fit signe que oui, et la regarda d'un air songeur, tandis qu'elle ramassait les bouts de manuscrits et les fourrait dans la poche de sa jaquette, pour prouver le succès de sa démarche. Elle lui rappela Lizzie Connolly, mais pourtant cette fille qu'il avait vue 2 fois était plus vive, plus vibrante. Mais elles étaient semblables toutes deux, comme allure et comme mise, et il s'amusa de les imaginer l'une ou l'autre entrant dans le salon de Madame Morse. Puis son amusement s'éteignit et il se sentit infiniment seul. Sa sœur et le salon Morse n'étaient que des bornes sur la route où il cheminait. Et il les avait dépassées. Il jeta un coup d'œil amical à ses livres. C'étaient les seuls camarades qui lui restaient. « Hein, quoi » fit-il en sursautant. Marianne répéta sa question. « Pourquoi je ne travaille pas ?» Il eut un rire un peu forcé. « Ton Hermann t'a raconté des bêtises. » Elle secoua la tête. « Ne mens pas, dit-il, et comme elle se taisait, « Écoute, tu diras à ton Hermann qu'il se mêle de ses affaires. Quand j'écris des vers à la fille qu'il courtise, ça le regarde, mais en dehors de ça, il n'a rien à me dire. C'est compris ? Alors tu ne crois pas à mon avenir d'écrivain, dis. Tu crois que je suis un feignant, que je suis perdu et que je suis un déshonneur pour ma famille. Je crois qu'il serait préférable que tu aies un métier, dit-elle avec fermeté. Il vit qu'elle était profondément convaincue. Hermann dit « Au diable, ton Hermann !» interrompit-il gaiement. « Ce que je voudrais savoir, c'est quand vous allez vous marier. Tâche de savoir aussi si ton Hermann daignera accepter un cadeau de moi pour votre mariage. »
Il réfléchit à cet incident après le départ de Marianne et eut un rire amer en pensant à sa sœur et à son fiancé, à tous ceux de sa classe, à tous ceux de la classe de Ruth, dirigeant leur mesquine petite vie selon de mesquines petites formules, fantoches, moutonniers, modelant leur existence sur celle du voisin, incapables de vivre réellement la vie à cause des préjugés enfantins qui les guident. Il les voyait défiler devant lui, processionnellement. Bernard Higginbotham, bras dessus, bras dessous avec M. Butler, Hermann von Schmidt, avec Charlie Hapgood et d'autres, tous par paires. Il les examinait, les jugeait et les renvoyait. En vain, il se demandait où sont les grandes âmes? Où sont les grands penseurs? Et parmi la foule d'êtres indifférents, informes, stupides qu'il évoquait, il ne trouvait rien. Un dégoût l'envahit, semblable à celui que Circé dut avoir pour son troupeau de pourceaux. Quand il eut renvoyé le dernier, quand il se crut seul enfin, un nouveau venu se présenta à l'improviste, sans avoir été appelé. Martin le regarda et vit en face de lui, le chapeau rejeté en arrière, en veston croisé et se dandinant, le jeune voyou qu'il avait été jadis. « Tu étais comme les autres, mon vieux, ricana Martin. Ta morale et tes connaissances étaient pareilles aux leurs. Tu n'avais aucune personnalité. Tes opinions comme tes habits étaient tout faits. Tu agissais pour la galerie. Tu étais le coq de la bande parce que les autres t'acclamaient. Tu commandais la bande et tu te battais. Non par goût, car au fond tu en avais le mépris, mais parce que les autres te tapaient sur l'épaule et te flattaient. Tu as rossé tête de fromage parce que tu ne voulais pas céder. Et tu ne voulais pas céder d'abord parce que tu étais la dernière des brutes. Ensuite parce que tu croyais, comme tous ceux qui t'entouraient, que la virilité d'un homme se mesure à la férocité qu'il déploie à démolir l'anatomie de ses semblables. Comment donc tu leur fauchais leurs filles, non pas par désir, mais parce que dans la moelle de tes parents fermentait l'instinct de l'étalon sauvage et du taureau. Eh bien, les années ont passé. Qu'en penses-tu à présent ? Comme pour lui répondre, la vision changea aussitôt. Le chapeau, le veston trop court disparurent et furent remplacés par des vêtements plus sobres. L'insolence du visage, la dureté des yeux firent place à une expression sereine, lumineuse, qui semblait le reflet d'une admirable clarté intérieure. L'apparition ressemblait étrangement au Martin Eden actuel et, en regardant mieux, il vit la petite lampe qui l'éclairait, le livre qu'il étudiait. Il lut le titre « La science de l'esthétique ». C'était bien lui. Il remonta la lampe et reprit « La science de l'esthétique » à l'endroit où il l'avait laissée. Et voilà, c'est je sais pas ce que j'allais dire. C'est la fin du chapitre 29 de Martin Eden, de Jack London. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'ai un peu heurté les mots, par-ci, par-là. Un peu beaucoup, parfois. Excusez-moi. Veuillez m'excuser pour ça. Excusez-moi, c'est bien aussi. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. J'espère que cette lecture vous a plu tout de même. Merci beaucoup et à très bientôt pour la suite.